Avec l'intervention de Monsieur Ronny Broman, donc ancien président de Médecins sans frontières. Merci beaucoup. Donc merci beaucoup de nous faire l'honneur d'être parmi nous ce soir. Et je te laisse la parole du coup pour te présenter, même si je pense que tout le monde te connaît effectivement, et nous expliquer pourquoi est-ce que c'est important pour nous de militer et comment est-ce qu'on peut le faire, surtout avec les arguments humanitaires. Dans nos quotidiens, qu'est-ce qu'on peut répéter autour de nous pour convaincre de militer et pressurer le gouvernement. Merci beaucoup. Bien, merci de me donner la parole. Bonsoir à tout le monde. Je dis tout le monde, mais je précise que je suis un peu aveuglé par les spots. Je vois que du noir devant moi, donc je vous imagine, mais je ne vous vois pas. Bien, je me présente rapidement. Je suis médecin, j'ai une qualification en médecine tropicale et en épidémiologie que j'ai acquise pour pouvoir travailler dans des conditions correctes dans des pays du tiers-monde, puisque c'était ça que j'avais envie de faire quand j'étais jeune étudiant, après avoir été très engagé à l'extrême gauche, à la gauche prolétarienne, pour ceux qui ont un vague souvenir de l'époque des années 70, engagement dont je me suis défait en observant un certain nombre de choses, dont par exemple, en tout cas c'est ce qui a été pour moi une expérience fondatrice, la catastrophe des Khmers rouges, les Khmers rouges qui étaient soutenus par les maoïstes dont je faisais partie, et dont le règne a été une horreur sans nom pendant 4 longues années. Ça a joué un rôle très important dans ma formation politique, dans l'évolution de mes idées, partant du constat que le monde, comme a dit un auteur anglais, le monde est plein de belles idées devenues folles. Et cette belle idée de la résistance à l'impérialisme, d'une société égalitaire, juste, transformée, au Cambodge, elle est devenue folle, et le Cambodge n'était pas le seul pays dans lequel on a vu ce genre de choses. Voilà. Et si je le précise, c'est parce que je pense que ça aussi, c'est aussi une leçon qu'il faut garder à l'esprit pour examiner ce qui se passe au Proche-Orient en général, et en Palestine en particulier. Bon, je termine ma présentation en disant que j'ai rejoint Médecins sans frontières en 78, donc vous avez devant vous un lauréat potentiel du livre des records du Guinness Book of Records, puisque je suis le plus vieux MSF du monde. Pas forcément le plus âgé, mais le plus ancien. En tout cas, c'est un titre de gloire qui vaut ce qu'il vaut. C'est-à-dire pas grand-chose, mais ça m'amuse toujours de le présenter comme ça. Alors pourquoi est-ce que j'ai décidé de m'engager pour la Palestine? Il y a plusieurs raisons à cela, à la fois de circonstances et d'importance du problème et disons, d'aspect personnel. L'aspect personnel, c'est que je me sens particulièrement concerné, puisque je suis issu d'une famille sioniste. Je suis né à Jérusalem parce que mon père est parti combattre en 1948 en Palestine, après avoir été instructeur en France de rescapés d'Europe centrale qui voulaient se battre, qui voulaient partir en Palestine, qui était d'ailleurs une minorité parmi les rescapés, mais enfin ceux-là voulait s'entraîner, et mon père, qui était un ancien résistant en France pendant la guerre, avait des connaissances militaires qu'il a mises au service donc de ce projet à la fois d'émancipation d'un point de vue juif, sioniste, et d'oppression coloniale du point de vue de ceux qui étaient là-bas. Voilà comment moi je me suis trouvé naître. On ne choisit pas son lieu de naissance, bien entendu, naître à Jérusalem et me situer dans un
contexte familial, pas social d'ailleurs, parce que j'étais à l'école publique et j'avais pas de relation particulière avec des gens intéressés par la Palestine, le sionisme, etc. Mais tout de même, sur le plan familial, ça a compté. Donc c'est ce que j'appelle, disons, la dimension personnelle de cet engagement. Je veux dire, j'ai été pendant une partie de ma vie sioniste parce que je croyais que les Palestiniens étaient une création de la propagande soviétique. Ça peut paraître stupide, c'est d'une certaine manière, c'est extrêmement stupide, mais c'est une croyance qui était assez largement partagée. Et si je trouve intéressant de le dire, c'est pas simplement pour le plaisir un peu ambigu de me flageller en public, c'est pas mon plaisir le plus grand, c'est pour insister sur le fait que jusque, disons, dans les années 90, une brève parenthèse des années 90, le conflit israélo-palestinien n'existait pas. Seul existait le conflit israélo-arabe. Les deux premières Nakba qui se sont produites, en fait, on parle souvent d'une deuxième Nakba qui serait en train de se dérouler aujourd'hui. On a tort, c'est une troisième Nakba, car il y en a eu deux auparavant, celle bien connue de 47, 48, 49, disons, pour la prendre assez largement, donc cette guerre dite d'indépendance ou de rédemption du point de vue sioniste. La deuxième Nakba, celle qui est largement ignorée, c'est la guerre de 67, 800 000 expulsés en 48, 300 000, c'est-à-dire presque une nouvelle moitié, 300 000 expulsés en 67 lors de la guerre des 6 jours, dont d'ailleurs un certain nombre qui étaient déjà des expulsés, déjà des réfugiés datant de 48. Donc le problème palestinien était en quelque sorte caché sous le conflit dit israélo-arabe. Et c'est bien une appellation que les sionistes aiment à mettre en avant parce qu'elle a une double qualité, une double fonction. D'une part, celle de faire d'Israël un petit pays, une petite citadelle entourée d'un monde hostile, l'image de la villa dans la jungle, c'est-à-dire de petit îlot de civilisation dans un environnement hostile, peuplé de bêtes et d'entités féroces. Voilà comment les Israéliens, enfin bon nombre d'Israéliens en tout cas, et de leur soutien, se représentent la situation. Et les Palestiniens là-dedans n'ont pas d'existence. Et si je les ignorais, c'est parce que, évidemment, j'avalais sans recul le récit officiel, disons la propagande israélienne, mais c'était le cas de beaucoup. Et qu'est-ce qui m'a dessillé les yeux à moi en particulier, mais je pense à beaucoup de gens plus largement, c'est la première intifada. Le premier soulèvement des jeunes Palestiniens qui, d'une certaine manière, rompaient avec une certaine passivité, en tout cas ce qu'ils considéraient être une passivité de leurs parents, fatigués du combat, fatigués de la résistance, qui, d'une certaine manière, étaient considérés par ces jeunes comme ayant baissé les bras. Eh bien, eux, ils allaient les relever, les bras, si j'ose dire. Ils se sont battus à coups de pierre contre l'occupant militaire israélien. Et tout ça avait d'ailleurs commencé à Gaza. En décembre 88, les premières manifestations d'hostilité physique à l'occupation militaire israélienne, c'est à Gaza qu'ils se produisent. Ils se sont ensuite élargis. Ça a gagné évidemment la Cisjordanie, mais ça a commencé là. Et ça n'est pas d'ailleurs vraiment étonnant parce que Gaza est considéré comme une sorte de, j'allais dire, de dépotoir. Je ne sais pas pour qui c'est plus insultant, pour les Palestiniens ou les Israéliens, mais disons au minimum de dépôt, de hangar à réfugiés. C'est un lieu que les Israéliens, les dirigeants israéliens ont considéré comme devant être consacré à, comment dire, à la gestion de la question des réfugiés. Le véritable enjeu stratégique, c'était la Cisjordanie. Et ce que disait Michel Colomb, avec qui j'ai quelques différences, mais avec qui j'ai aussi un certain nombre d'accords, ce que disait Michel Colomb sur ce point est tout à fait juste.
Israël, les différentes explosions, les différents moments tragiques ou d'avancée ou de recul, bref, les différents événements forts qui se produisent en Israël sont inscrits en effet dans un plan qui est très simple: gagner le maximum de terres avec le minimum d'Arabes, comme on disait. Et d'ailleurs, je profite pour dire que, pardon, j'ai oublié, j'avais pas tout à fait terminé ma phrase en disant qu'il y avait un double avantage à parler du conflit israélo-arabe. D'une part, pour désigner des pays qui étaient hostiles et contre lesquels Israël avait un droit légal de se défendre, et diluer la question palestinienne dans la question plus large du monde arabe. Hein, combien de fois ça faisait partie, disons, du discours stéréotypé des sionistes. Hein, il y a 100 millions d'Arabes, 100 millions de kilomètres carrés, 22 pays arabes. Pourquoi est-ce qu'ils veulent s'en prendre à notre petit bout de terre que Dieu nous a promis, alors qu'ils ont toutes ces immensités à leur disposition? Ça, c'est une façon de diluer la question palestinienne dans la question arabe. Vous avez la Jordanie, 70% des Jordaniens sont des Palestiniens ou d'origine palestinienne. Eh bien, voilà, c'est votre pays, allez-y. Et il ne fait absolument aucun doute que le plan en Cisjordanie aujourd'hui, c'est de conquérir l'ensemble des terres agricoles, de regrouper les Palestiniens dans des villes surpeuplées, d'où ils seront nécessairement poussés à partir, à la fois par la répression israélienne, on l'a bien vu là, l'énorme opération actuellement en cours en Cisjordanie ne répond pas à d'autres objectifs que cela: chasser les Palestiniens des terres agricoles, récupérer le maximum et décourager, pilonner les Palestiniens, là en l'occurrence à Jenin, à Toul-Karem, à Naplouse, demain dans d'autres localités, l'idée étant de les épuiser, de jouer la lassitude, la fatigue, le besoin de retrouver un minimum de stabilité, d'assurer un peu d'avenir à ses enfants. Or, l'armée et les colons en Cisjordanie ont un but, c'est de montrer aux Palestiniens, ou en tout cas de convaincre les Palestiniens, qu'ils n'ont pas d'avenir sur cette terre, et que donc il faut sur cette terre cisjordanienne, et qu'il faut donc que le mieux est pour eux de partir. Et si ça ne suffit pas de les partir, on les bat, et si ça ne suffit pas de les battre, on les tue. Voilà grosso modo comment se présente ce plan, qui est odieux, qui n'est pas diabolique, il est d'une clarté limpide, et Michel Colomb avait bien raison de rappeler et de vouloir montrer, en tout cas, que ces plans ne sont pas un mystère, ce ne sont pas des documents cachés auxquels on aurait accès par des voies cryptées, etc. Non, c'est étalé sur la place publique, ce sont des programmes électoraux, des programmes politiques, qui, comme tout programme politique, sont mis en œuvre de façon un peu chaotique, avec des accélérations, du freinage, mais la direction générale, l'orientation d'ensemble de ce plan, tout cela est d'une clarté totale, presque aveuglant. Et quand je dis presque aveuglant, je devrais enlever le presque. C'est aveuglant parce qu'on a l'impression que les dirigeants de ce monde ne le voient pas. Que leur conviction est que les Israéliens, comme les Palestiniens, veulent la paix, veulent la coexistence, mais qu'un certain nombre de malentendus ou de groupes terroristes ou d'extrémistes sont en train de troubler cette paisible considération d'une vie commune menée de façon séparée, certes dans deux États qui restent à créer. Tout ça, c'est un baratin odieux, c'est une façon de cracher à la figure des Palestiniens qui sont dépossédés, persécutés, harcelés au jour le jour, et d'ignorer une chose absolument fondamentale, c'est qu'Israël n'a aucun intérêt à la négociation. Ou plus exactement, on pourrait dire qu'Israël n'a pas intérêt à la paix, parce que la paix passe par la négociation, et Israël n'a que des atouts à perdre dans une négociation. C'est la raison très logique, très rationnelle,
pour laquelle Israël ne négocie pas, Israël s'impose. Israël suit la politique du fait accompli pour une raison simple qu'il est important de garder en tête, c'est que ça lui a toujours réussi. Pourquoi changer une méthode gagnante? Il n'y a absolument aucune raison. Donc la seule façon pour obtenir un changement d'orientation israélien, c'est-à-dire un recul, c'est-à-dire une négociation, c'est-à-dire la reconnaissance non seulement des Palestiniens, ce qui a été tout de même accompli par Oslo, c'est la seule vertu que l'on peut trouver à Oslo, mais elle n'est tout de même pas au processus d'Oslo, donc des années 90, mais elle n'est tout de même pas négligeable. Tout le monde aujourd'hui parle de Palestiniens. Moi, dans ma jeunesse, on ne parlait pas de Palestiniens dans ma famille, par exemple, des Palestiniens. Qui a vu un Palestinien? Personne. On voit des Arabes, ça oui, et comme je le disais tout à l'heure, ils ont des dizaines de millions de kilomètres carrés à leur disposition, alors qu'ils aillent les occuper et qu'ils arrêtent de nous embêter. Oslo a permis le surgissement de la question palestinienne. C'est à la fois beaucoup et peu. C'est beaucoup parce que ça donne à ce conflit une dimension qu'il n'avait pas, comme je disais, qui était une dimension purement internationale, alors que là, la question palestinienne devient une question nationale, israélo-palestinienne, dans la Palestine mandataire, celle qui s'étend entre le Jourdain et la Méditerranée d'un côté, et le Liban, la Syrie au nord et l'Égypte au sud de l'autre. C'est ça qu'on appelle la Palestine mandataire, ce territoire sur lequel la Grande-Bretagne avait un mandat à la suite du démantèlement de l'Empire ottoman et de la colonisation du Proche-Orient par la France et la Grande-Bretagne. Et bien sûr, cette Palestine mandataire, il est tout à fait clair que les Israéliens ont des vues qui ne souffrent aucune discussion. En septembre dernier, il y a presque exactement un an, c'est à la mi-septembre, donc lors de la rentrée des Nations Unies, la réunion de l'Assemblée Générale des Nations Unies, ponctuée par un certain nombre de discours, Netanyahou a pris la parole et il est arrivé, comme il aime bien, avec une carte, de temps en temps, une espèce de dessin ridicule, de dessin pour enfants. Avant c'était la bombe, mais alors une bombe genre que le capitaine Haddock irait détecter derrière un tas de coton. Là, cette année, c'était la carte de la Palestine mandataire. Cette carte, elle est très parlante, elle est très simple, c'est toute la Palestine. Et il y a quand même quelque chose qui est... Alors, la Palestine historique, la Palestine biblique, elle s'étendait de façon beaucoup plus large, enfin, en tout cas, on ne sait pas très bien, mais entre le Nil et le Nil et l'Euphrate, donc une partie en Égypte et jusqu'à l'Irak, tout ça, ce sont des vieilles lunes, quoique pour une partie de l'extrême droite israélienne, aller bouffer des morceaux de Syrie et de Jordanie, ça reste à l'ordre du jour, mais c'est tout de même très minoritaire. Ce qui est majoritaire, ce qui est considéré comme maintenant acceptable, c'est de montrer une carte de la Palestine dans laquelle la Cisjordanie et Gaza sont totalement effacés et où le pouvoir sioniste, au sens historique du terme, règne sans partage, avec quelques minorités qu'il faut évidemment gérer, mais c'est tout. Voilà quel est le plan. Donc sur ce point, je rejoins tout à fait Michel Collomb. Alors, si je suis peu à peu, enfin pas peu à peu d'ailleurs, brutalement devenu un intervenant public sur la question palestinienne, c'est en rapport, enfin c'est à la fois une circonstance et en rapport évidemment avec ce qui se passe là-bas. En 2000, Sharon a l'idée que d'autres avaient eu avant lui, que d'autres ont eu après lui, mais qui a eu des conséquences particulièrement tragiques, et d'aller se balader sur l'esplanade des mosquées, qui, comme chacun le sait, est un endroit particulièrement sensible.
cette idée que donc, des Israéliens viennent sur les planètes des mosquées et que des religieux juifs viennent y prier, contrairement à l'accord général qui a été acté, et contrairement d'ailleurs aussi aux préceptes d'un certain nombre de rabbins qui considèrent que ce n'est pas un lieu correct de prière pour diverses raisons théologiques dans lesquelles je n'entrerai pas. Cette escapade a été suivie de manifestations qui elles-mêmes ont été réprimées très durement, l'armée et la police ayant tiré à balles réelles, causant, si je me souviens bien, 17 morts et un grand nombre de blessés. C'était des manifestants pacifiques auxquels la police et l'armée israélienne ont répondu donc à coups de fusil. Ça a provoqué évidemment des protestations, regain de tension. On était après l'échec des négociations de Camp David. Et le président du CRIF de l'époque, Roger Kuckerman, a pris l'initiative de publier une tribune dans le journal Le Monde proclamant que les Juifs de France étaient inconditionnellement solidaires du gouvernement israélien dans sa volonté de ramener l'ordre, de faire régner la démocratie, les droits de l'homme et que sais-je encore. À cette tribune, à la lecture de cette tribune, un certain nombre de gens directement concernés, les Juifs de France, des Juifs de France dont parlait Roger Kuckerman, ont réagi en refusant de vouloir se laisser embrigader par ce représentant du gouvernement israélien en France, qui est le président du CRIF depuis quelques années maintenant. Et donc j'ai été co-signataire d'une lettre que je n'ai pas écrite, je n'ai même pas une virgule à m'attribuer dans ce texte, extrêmement bien écrit, qui a été écrit par un militant intellectuel, Daniel Ben Saïd, qui est membre de la Ligue communiste, aujourd'hui décédé, je veux dire Daniel Ben Saïd. Et ce texte était absolument impeccable, et nous sommes 38 à l'avoir signé. J'ai été contacté pour le signer, je l'ai signé des deux mains parce que je brûlais d'envie de me désolidariser de cette solidarité criminelle qu'invoquait Kuckerman, et nous étions quelques-uns comme ça. Et il se trouve que j'ai été propulsé porte-parole par personne, hein. Ce sont les médias qui m'ont désigné. J'ai été invité à France Culture, puis France Inter, et de fil en aiguille à diverses émissions, l'émission de Frédéric Tadei notamment, où j'ai croisé à plusieurs reprises Michel Collomb au demeurant. Et voilà, du coup, le fait d'avoir à parler en public oblige à mettre en ordre ses idées, à savoir ce que l'on veut mettre au sommet de ses priorités, ce qu'on veut mettre en dessous, de quoi on veut parler. Ça amène aussi à suivre plus attentivement l'actualité afin de ne pas être pris de court. Voilà, donc une dimension personnelle, je viens de là-bas. Une dimension plus politique, là, plus, disons, liée directement à l'insurrection palestinienne de la première intifada, et puis à l'occasion de la deuxième intifada, une intifada militaire, comme on l'a appelé, la période des attentats suicides, des attentats tout court, qui était une période extrêmement, comment dire, chaude, là-bas, mais ici également, j'ai été amené à m'exprimer et à faire l'expérience des insultes, des disqualifications, des ordures que certains jugeaient opportun de vider sur moi, et des gens comme moi. Je n'étais pas du tout le seul, mais comme j'étais en avant, j'étais effectivement visé par un certain nombre de gens. Voilà, donc c'est comme ça que je suis j'ai été amené à m'y intéresser. Et bien, il y a, et je pense que j'arrêterai là pour qu'on puisse discuter. Notamment, j'ai beaucoup apprécié la dernière intervention de la personne qui s'est présentée comme infirmier et a présenté Bachar el-Assad comme un stratège du chaos, parce que je pense que c'est important d'arriver à faire des distinctions et de savoir de quoi on parle, de qui on parle et dans quels termes
on en parle et je trouve que c'est important d'entrer dans ces nuances, dans ces détails, plutôt que d'avoir des impressions globalisantes qui ont une dimension trompeuse. Mais qu'est-ce qui fait que Israël, le conflit israélo-palestinien, occupe une place comme ça? Qu'est-ce qui fait que nous sommes ici pour parler de ce conflit et pas pour parler des Ouïghours, des Tchétchènes, des Soudanais, des Yéménites, des Rohingyas, etc. Je cite là toute une série de conflits qui ont une dimension génocidaire, hein, qui sont donc dans lesquels des actes génocidaires ont été perpétrés, sans que ce soit nécessairement la réalité d'un génocide global, comme au Soudan, mais au Soudan, au Darfour, des actes de génocidaires ont été perpétrés. En Birmanie, à l'encontre des Rohingyas également, qui vivent une vie d'enfer dans des camps de réfugiés au Bangladesh, et ainsi de suite. Je ne vais pas détailler, je pense que vous voyez ce que je veux dire. Eh bien, il me semble qu'il est important de répondre à cette question simplement, enfin, dans le but explicite de disqualifier l'argument des défenseurs d'Israël, des amis, entre guillemets, d'Israël. Je dis amis parce que, pour moi, les gens qui soutiennent Israël, c'est un peu, sont dans un rapport du dealer au drogué, quoi. Oui, le dealer, d'une certaine manière, il soutient le drogué, mais à sa façon, en le tuant à petit feu. Eh bien, c'est ce que je pense est en train de se produire pour Israël, qui se promet à une disparition et qui est en train d'être dans un processus suicidaire à petit feu et au ralenti. Mais bon, ça c'est après tout leur problème. S'ils veulent se suicider, qu'ils se suicident. Ce qui est plus problématique, c'est qu'ils entraînent d'autres dans leur suicide. Et c'est là que vient l'importance de l'implication, de l'engagement politique, du soutien aux Palestiniens qui, eux, n'ont pas envie de se suicider avec Israël. Pourquoi donc ce conflit est-il particulier? Est-ce parce qu'il s'agit d'un conflit dans lequel des Juifs sont impliqués? Ça, c'est la réponse que vous entendrez dans la bouche de beaucoup de commentateurs, et tout particulièrement, singulièrement évidemment, dans la bouche des commentateurs pro-israéliens ou qui pêchent par un biais pro-israélien, par méconnaissance, par paresse, par facilité, par souci d'éviter les ennuis, enfin, que sais-je encore. Il y a 4-5 bonnes raisons pour ça. Enfin, elles sont toutes mauvaises à mes yeux, mais enfin, il y a aux yeux de tous ici, et ça va de soi. Mais c'est bien de cela qu'il s'agit. Bien, je pense qu'il est important d'avoir à l'esprit ce qui singularise ce conflit, à la fois dans son déroulement aujourd'hui et dans sa signification politique plus globale. Dans son déroulement aujourd'hui, je dirais qu'on voit une armée qui compte parmi les plus puissantes, les plus technologisées, les plus offensives du monde, s'affronter à un groupe qui, pour l'essentiel, dispose de fusils d'assaut. Et de pierres et de roquettes fabriquées de façon artisanale. Donc déjà une disproportion de force, un rapport de puissance totalement déséquilibré comme on n'en a pratiquement jamais vu. Donc il y a déjà une singularité qui nous pousse à nous porter du côté de celui qui prend les coups contre celui qui les inflige. Mais ça, ça n'est qu'une partie de la chose. La deuxième raison locale, circonstancielle, c'est la configuration particulière de Gaza. Gaza, comme je l'ai dit, c'est un gigantesque camp de réfugiés. Hein, gigantesque, enfin, un peu plus de 300 km². C'est un grand camp de réfugiés. Mais comme à l'encontre des camps de réfugiés, d'où on peut généralement partir, en tout cas s'exfiltrer, revenir, etc., Gaza est un camp hermétiquement scellé. C'est en réalité un camp prison. D'ailleurs, c'est pas pour rien qu'à juste titre, on a souvent fait référence à Gaza comme une prison à ciel ouvert. C'est en effet une prison. Et c'est un territoire occupé. Si, je le précise, ce n'est pas pour vous convaincre, tout le monde ici sait bien que Gaza est un territoire occupé. Mais vous entendrez régulièrement, et vous avez peut-être fait attention à cela,
des gens intervenir pour dire que les Israéliens se sont retirés de ce territoire et que Gaza devrait être aujourd'hui une sorte de Singapour sur Méditerranée, que le retrait des soldats et des colons israéliens de Gaza décidé par Sharon en 2006, qui a été une décision douloureuse, difficile à mettre en œuvre. Enfin, on en viendrait à féliciter les Israéliens de se retirer d'un endroit qu'ils occupent illégalement. Enfin, c'est bon. Mais cet endroit, il est donc totalement scellé, comme je le dis, et n'entrent et ne sortent de Gaza que les personnes et surtout les biens qui ont été décidés et approuvés par les Israéliens. Alors on peut acheter à Paris des fraises et des fleurs de Gaza, en effet, parce qu'il y avait une production agricole et horticole non négligeable. On voit Gaza comme une espèce d'énorme agglomération, mais non, il y a aussi des zones agricoles, d'élevage et d'agriculture qui assurent une partie du revenu de Gaza. Tout ça est aujourd'hui totalement détruit, labouré, miné, empoisonné par l'armée israélienne, ce qui explique d'ailleurs aussi la raison pour laquelle certains commencent à souffrir d'une faim pathologique à Gaza en ce moment. Mais voilà donc les deux raisons locales. Disproportion effroyable, pratiquement sans équivalent, du rapport des forces entre Israéliens et Palestiniens, disons Hamas et Djihad islamique en l'occurrence, et impossibilité de s'enfuir. Le fait de chercher un refuge est doublement problématique à Gaza, d'une part parce qu'il y a des murs qu'on ne peut pas franchir comme cela, et si on les franchit, on se fait tirer dessus. Donc ça n'est pas la liberté qu'on va conquérir, mais c'est la mort qu'on va trouver dans ce passage. Et par ailleurs, près de 8 résidents de Gaza sur 10, je dis résidents de Gaza plutôt que Gazaouis, pour la raison que j'explicite à l'instant, à savoir que ce sont des réfugiés. Ce ne sont pas des Gazaouis, ce sont des gens, par exemple, qui viennent de ce que les Israéliens appellent l'enveloppe de Gaza, ces fameux kibbutz dont il faut rappeler qu'ils sont construits sur les villages palestiniens dont ont été chassés, des gens qui aujourd'hui sont leurs descendants. Pardon, je me suis pris les pieds dans ma phrase. Un certain nombre des résidents de Gaza d'aujourd'hui sont les descendants des résidents des villages aux alentours de la bande de Gaza Tête et Figure aujourd'hui, qui ont été détruits et sur lesquels ces fameux kibbutz ont été construits. Ce qui n'engage pas, je tiens à le préciser, c'est très important pour moi, ce qui n'engage pas la responsabilité des gens, des résidents de ces kibbutz, qui, pour une part d'entre eux, sont sans doute ignorants de l'origine de ces kibbutz, et qui, pour une petite part d'entre eux, étaient des militants résolus anticolonialistes. Donc, il y avait aussi les militants dits de la paix, des gens qui voudraient que tout ça aille mieux, etc., sans prendre les mesures. Ils sont anti-Netanyahou, mais à moitié. Mais il y avait aussi d'autres, par exemple, enfin, ce qu'on appelle la gauche radicale israélienne. Il y avait plusieurs représentants dans ces kibbutz, malheureusement. Donc ils ont été tués également. Toujours est-il donc que à Gaza, donc on est totalement enfermé, on ne peut pas fuir, et au cas où on chercherait à fuir, par exemple en forçant par une manifestation qu'il serait difficile de réprimer le passage de Rafah tout à fait au sud, si 20 000, 30 000 Palestiniens se pressaient sur ce passage, ils forceraient les barrières et il serait sans doute très difficile de les arrêter. Mais les Palestiniens de Gaza sont les mieux placés au monde pour savoir que s'ils s'en vont, il n'y a pas de retour possible. S'ils s'en vont, ils sont condamnés à une vie plus errante encore, plus dure encore, que celle qu'ils connaissent à Gaza sous le blocus, et une vie sous tente dans le désert dont ils ne veulent à aucun prix. En tout cas, l'immense majorité d'entre eux ne le veut à aucun prix. Et ceux qui veulent partir, de toute façon, ne le peuvent pas, ils sont bouclés là-dedans. Donc voilà deux raisons locales qui singularisent cette guerre par rapport au Yémen, au Soudan, à la Birmanie,
Tchétchénie, etc. Et puis il y a des raisons plus générales, plus, disons, historiques, d'ordre politique plus général. Ce conflit pourrait être appelé une guerre de 100 ans, car c'est dans les années 20, on pourrait même dire à la fin des années 10, mais disons, pour simplifier, dans les années 20, avec la naissance de la Haganah, donc la première milice sioniste, et la mise en place de ce qui allait devenir, de ce qui devait devenir un État, et qui ne l'était pas à l'époque, puisqu'il s'agissait d'être... enfin, la Palestine était sous mandat britannique. Donc ce conflit, il commence, les premiers affrontements commencent dans les années 20, quand des Palestiniens se rebellent contre ce qu'ils voient non plus comme des immigrants, qu'ils ne sont plus, mais comme des activistes œuvrant à la construction d'un État sur la terre sur laquelle ils ont immigré. Imaginons ici que des immigrés maghrébins forment une milice, établissent une université dans laquelle les natifs ne seraient pas admis, développent leur propre langue à l'encontre de la langue nationale, etc. Ben voilà ce qui s'est passé pour les immigrants sionistes des années 20, qui, je le rappelle, étaient une petite minorité parmi les juifs, hein, la plupart des juifs jusqu'à cette époque-là étant antisionistes. Hein. Quand on parle d'antisionisme, on parle d'abord d'une histoire juive avant de parler d'antagonisme politique ou autre, comme on le fait aujourd'hui. Donc, plus ancien conflit au monde, une guerre de 100 ans. Ultime conflit colonial. Il n'y en a plus autour du monde tel qu'on peut l'examiner aujourd'hui. Et puis enfin, et là je reviens à la situation particulière, un carnage, une boucherie, en rapport avec ce rapport de force disproportionné, une boucherie qui ne se contente pas d'être simplement une boucherie, mais qui est approuvée, je dirais même encouragée, du fait que sans les munitions qui arrivent par pont aérien, on fêtait, si j'ose dire, il y a quelques jours, la 500e livraison d'armes en provenance des États-Unis dans le contexte de cette offensive majeure qui a lieu actuellement en Cisjordanie et des bombardements multi-quotidiens qui continuent de se dérouler à Gaza, comme chacun le sait ici. Eh bien, les États occidentaux, les démocraties libérales qui se prétendent attachées aux droits de l'homme, au droit international et au droit international humanitaire, qui est évidemment piétiné jour et nuit dans l'ensemble de la Palestine, et pas seulement à Gaza, de façon beaucoup plus bruyante et sanglante à Gaza, mais c'est tout aussi vrai naturellement en Cisjordanie. Eh bien, c'est dans ces conditions-là, donc, ces conditions-là sont non seulement acceptées, mais approuvées par, grosso modo, l'ensemble de l'Europe, avec tout de même certaines divisions. L'Espagne, la Norvège, l'Irlande ont manifesté quand même une certaine mauvaise humeur en reconnaissant l'État palestinien, mais en ne s'engageant pas vraiment plus avant. C'est déjà bien, mais c'est quand même très insuffisant. Et les États-Unis, qui, comme ça a été dit, à juste titre, ravitaillent l'armée israélienne, tant et si bien que si demain, je ne dis même pas l'arrêt, mais la suspension des livraisons de munitions était décidée par la Maison-Blanche, les Israéliens n'auraient tout simplement plus les moyens de pilonner, comme ils le font jour et nuit, la population de Gaza. Donc on le voit, il y a des circonstances générales, la colonisation, un très ancien conflit, une ultra-violence déchaînée contre une population qui n'a pas les moyens de se défendre. Et je termine en rappelant quelque chose que sans doute vous savez beaucoup, mais peut-être pas tout le monde, c'est le conflit dans lequel on compte le plus grand nombre de médecins, d'humanitaires, de journalistes, d'enfants, de femmes, tués dans une période aussi courte. Hein. L'ONU disait il n'y a pas longtemps qu'à Gaza, on a tué les Israéliens, c'est pas on, les Israéliens ont tué plus d'enfants en l'espace de quelques mois que tous les conflits dont on parle
qui sont actuellement en cours, cumulés pendant ces dernières années. C'est dire le niveau de violence effroyable auquel on a été. Donc voilà, disons, j'ai dit dans ce petit résumé politico-historique quelles sont les raisons de s'engager et quels sont aussi les arguments, enfin en tout cas ceux qui me viennent à l'esprit en premier lieu pour convaincre ou en tout cas déstabiliser des gens qui considèrent que Israël se bat contre Daesh, que tout a commencé le 7 octobre, ça allait bien, on était tranquille, on achetait une glace, on allait au cinéma, on allait à la plage, et d'un seul coup, une sorte de, comment dire, d'équipée sauvage, une bacchanale sanglante se déclenche avec le 7 octobre. Je pense que il est tout à fait envisageable que le Hamas ait été débordé par l'action qu'il a menée au départ, qui était, comme Michel Collomb l'a rappelé, une action visant des postes militaires et des postes de police, 400 policiers et militaires y ont laissé, israéliens, y ont laissé leur vie, donc c'est tout de même bien la manifestation d'une confrontation militaire parfaitement légitime. Je ne reviens pas sur ce que Michel Collomb a dit, je suis tout à fait d'accord, c'est le droit et c'est la légitimité d'une population occupée de se révolter, y compris en se soulevant militairement contre l'occupant. Personne ne peut qu'on me comprenne bien, je ne dis pas que c'est la bonne chose à faire, je dis que c'est impossible de discuter. Je ne suis pas sûr que ce soit la bonne chose à faire, je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup d'alternatives, donc je ne suis sûr de rien, en l'occurrence, je vous assure, je ne choue pas ma cocotte, c'est vraiment l'état d'esprit dans lequel je suis. Parce que je vois bien quels sont les moyens de rétorsion extrêmes dont disposent les Israéliens et qu'ils sont, comme on le voit tous les jours, disposés à mettre en œuvre. Donc ce droit à l'insurrection armée que personne n'a le droit de contester, il est aussi très chèrement payé par les conséquences qu'il entraîne. Donc on pourrait opposer à cela des formes de résistance non violente, de manifestations de masse, comme par exemple, ça existe, oui, ça existe d'ailleurs. La preuve, c'est qu'il y en a eu. Il y a eu des manifestations, mais je comprends très bien la méfiance que certains peuvent avoir vis-à-vis de propos de ce type-là, parce que par exemple les marches du retour de 2018-2019, on sait ce qu'elles sont devenues. Les snipers israéliens tiraient les manifestants comme à l'exercice, à l'abri derrière leur grillage. Ils en ont tué des centaines, blessé des milliers. Ça a été absolument affreux. Mais ce qu'on voit, c'est une suite d'horreur. En tout cas, je voulais signaler ce point pour le 7 octobre, à la fois la légitimité de l'attaque et la probabilité d'un débordement par des gens qui se sont rués à travers les ouvertures faites par les combattants du Hamas et qui sont notamment venus à la rencontre de cette fête techno Nova, la Nova Party, qui n'était pas prévue. Personne ne savait qu'elle avait lieu, pas même les flics israéliens. Elle se passait comme se passent souvent les rave parties, de façon cachée, avec des surgissements comment dire, locaux qui n'ont pas été précédés d'avertissements, d'informations. Donc ils sont tombés là-dessus. Et la suite, on la connaît. Que Michel Collomb n'a pas parlé d'un truc, enfin je suis sûr qu'il en parle dans son livre, mais c'est aussi tout ce qu'on appelle les tirs amis. C'est-à-dire notamment ces hélicoptères et ces chars qui ont tiré sur des bâtiments du kibbutz dans lesquels se trouvaient des otages avec des combattants du Hamas. Et pour tuer un combattant du Hamas, on était prêt à liquider un certain nombre, inconnu sans doute, mais un certain nombre d'otages. Donc plusieurs dizaines de morts israéliens ont été en fait
tués par des tanks et des hélicoptères israéliens le 7 octobre. Ça fait partie également de ce bilan contrasté qu'il faut savoir dresser. Voilà, écoutez, je pense que j'ai déjà beaucoup parlé, j'ai peut-être dépassé mon temps, je ne sais pas. Oui, mais c'était très intéressant. J'ai dépassé. Ah oui, pardon. Mais je pensais que tu allais m'interrompre. Non, donc c'était trop intéressant. Donc, non, mais c'était très bien. Oui, tu n'as pas dépassé de beaucoup. Du coup, merci beaucoup, Ronnie Broman, pour cette intervention très éclairante, comme toutes les interventions que tu fais et je pense qu'on a tous écouté sur les médias. Avant de laisser la parole pour les questions-réponses, déjà, je tenais à de nouveau remercier tous les intervenants et vous remercier vous. On a eu 2 interventions qui ont été très complémentaires finalement. Les arguments, ils sont forcément pas exhaustifs, mais on peut se servir et, comme je disais en introduction, grâce à notre critique, à notre clairvoyance, en retirer en face de nos impressions personnelles, de nos parcours et en fonction de nos interlocuteurs, la façon dont nous avons envie d'argumenter pour pousser à militer et pour pousser enfin à prendre les décisions nécessaires. On a eu surtout beaucoup d'arguments historiques avec Michel Collomb qui est revenu beaucoup sur le 7 octobre et puis finalement Ronnie Broman qui a beaucoup contextualisé même avant le 7 octobre et effectivement c'était très important. Alors maintenant qu'on sait qu'il faut militer, qu'est-ce qu'on peut faire concrètement? Alors déjà il faut être sûr que c'est le moment ou jamais de militer. C'est aujourd'hui qu'il y a un génocide qui se passe et c'est aujourd'hui que les Palestiniens nous appellent au secours et nous demandent, comme ça l'a été dit dans les témoignages, de tout faire pour que cesse ce génocide. Il faut être persuadé que nos actions, vos actions, elles sont utiles. Il faut accepter de ne donner que, entre guillemets, une goutte d'eau, mais il faut accepter d'être un colibri et de faire en sorte que c'est notre goutte d'eau plus toutes celles de nos voisins qui vont agir et arriver à un cessez-le-feu. Il faut être persuadé que notre combat, il est moral, il est éthique, il est juste. Et à l'heure où on a de l'apologie du génocide sur tous les médias, sans honte, nous, on ne doit pas avoir honte de prôner la morale et de se battre pour les opprimés palestiniens. Donc ayons la parole ouverte. Et c'est à la portée de tous, on peut tous militer. Et il n'y a pas d'action qui est inutile, il n'y a pas d'action qui est trop petite. On est beaucoup, je pense entre 300, peut-être un peu plus de 300. On a tous des parcours différents et notre diversité, c'est notre richesse. On va avoir tous des façons de militer différentes. Donc on peut tous trouver la nôtre et joindre nos actions les unes aux autres. Parler de la Palestine au sein de nos familles, au sein de nos réseaux professionnels, c'est déjà militer. Porter un kéfier dans la rue, c'est déjà un message que vous passez à toutes les personnes qui vont vous croiser. C'est contrer la propagande et la répression et dire que non, il y a des personnes qui sont aux côtés des Palestiniens et nous ne lâcherons rien. Osez répondre à quelqu'un qui vous demande comment ça va, que non, vous n'allez pas bien parce qu'il y a des enfants qui meurent de faim en Palestine. Et osez parler des reportages que vous avez vus, osez dire que vous allez à une conférence et que vous aimeriez que votre collègue vous y accompagne, etc. Osez prôner avec fierté vos pensées et vos combats. Engager la conversation au sein de tous vos réseaux. On a des lettres aux soignants qui sont sur les tables de presse. Servez-vous, c'est une façon assez simple d'engager la conversation, ou pas d'ailleurs, mais au moins de passer un message à vos soignants, que ce soit votre médecin, votre pharmacien, votre infirmier. Prenez la lettre, posez-lui, dites-lui que c'est un message de la part de Blouse Blanche pour Gaza. C'est simplement une lettre qui explique pourquoi est-ce qu'il est important en tant que soignant de militer. Écrivez à vos élus, aux personnalités publiques, écrivez aux personnalités, aux influenceurs que vous connaissez, demandez-leur d'utiliser leur notoriété pour parler de la Palestine et partagez les médias, les bons médias, souvent indépendants, qui parlent de l'histoire de la Palestine avec justesse et osez le faire. Partagez vos idées avec nous, avec d'autres associations qui pourront du coup mettre à jour et porter vos projets. Et puis boycotter, ça porte ses fruits. Et à ce propos-là, à la fin de la conférence, il y a une vente de Palestine Cola. Je finirai juste par vous dire que donc il y a un questionnaire de satisfaction qui va vous être envoyé. On aimerait bien avoir vos retours sur l'événement pour pouvoir en produire d'autres. Il va vous être envoyé par mail et vous avez aussi un QR code à la sortie. Et puis, on va ouvrir la session questions-réponses. Alors, pour des raisons simples de logistique,
On va demander aux intervenants de parler 5 à 10 minutes. Je suis désolée, si c'est trop long, je vais devoir couper. Je vais commencer par donner la parole à 2 invités de marque, Dr Wahid, qui se trouve ici, qui est médecin palestinien et qui représente Al-Med. Khadija, et merci beaucoup. Est-ce que tu veux une chaise, Wahid? Monsieur Broman, vous me permettez que je vous embrasse? Permettez-moi de vous offrir. C'est écrit sur cette terre des valeurs qui méritent la lutte. Wow. Avec le respect que je vous dois, vous n'avez pas vu bien les gens qui sont là. Moi, je les vois avec mon cœur et avec mon âme. Ils sont là pour la Palestine. Je suis honoré que vous soyez là. On est fiers que vous êtes avec nous. Merci. C'est un peu difficile de prendre la parole après vous, mais je vais essayer d'être bref pour qu'on passe à la discussion. À Gaza, je n'ai pas de mots pour décrire ce qui se passe à Gaza ou plutôt en Palestine. Parce que ce qui se passe à Gaza maintenant, elle l'a dit, mon ami, se passe à Nablus, à Tol-Karem et à Jenin. Jenin, c'est le berceau, vraiment c'est le berceau avant Gaza, avant toutes les autres villes de lutte. C'est de là-bas, même en 1920, est partie la première guerre et la lutte contre les Anglais. C'était la première ville où il y avait la résistance. Et je pense que ça fait beaucoup mal aux Israéliens, aux sionistes, et c'est pour ça qu'ils veulent la démanteler et ils veulent faire ce qu'ils ont fait à Gaza dans ces pays. Il y a beaucoup de camps palestiniens et je pense qu'ils ont commencé leur croisade, entre guillemets. Comme si on leur refusait toute humanité. Gaza se sent abandonné. Gaza se sent abandonné du monde. Mais Gaza n'abandonne jamais. Mahmoud Darwish a résumé la situation en 2 phrases. نحن نعاني من مرض عضال اسمه الأمل. Nous souffrons d'un mal incurable qu'on appelle l'espoir. Et la phrase que vous portez maintenant, sur cette terre, des valeurs qui méritent la lutte. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. Oui, Tahia Palestine. Ici, c'est la Palestine. Berceau des civilisations, terre de connaissances, de réalisations scientifiques et académiques, terre de toutes les souffrances et de la résistance. Oui, il y a un occupant, il y a un pays occupé, un peuple occupé, il a le droit de résister. Ce n'est pas du terrorisme, c'est de la résistance. Tawfiq Ziyad, c'est un poète palestinien, il dit أناديكم أشد على أياديكم وأبوس الأرض تحت نعالكم وأقول أفديكم أنا ما هنت في وطني ولا صغرت أكتافي وقفت بوجه ظلامي يتيما عاريا حافي يتيما عاريا حافي. Ce qui se passe maintenant, ce qui se passe maintenant à Gaza, en Palestine, ils n'ont rien du tout. Ils meurent de faim, de soif.
de maladies, d'infections. Je ne veux pas revenir sur ce qu'on a dit tout à l'heure, mais sont bombardés. J'étais d'accord avec vous, avec tout. Mais Gaza, ce n'est pas une prison à ciel ouvert. C'est une prison à ciel maintenant pleine de drones. Elle est fermée et on fait que tuer. Je vais vous faire écouter, pour adoucir un peu la situation, un petit poème en arabe. Vous comprenez un peu l'arabe? Oui? Non? Je peux la traduire après si ça vous plaît, mais je vais dire en arabe quand même. أنا الفلسطيني أنا الفلسطيني مشرد محاصر مناضل ممزق متهالك ثائر متعب منهك وشهيد لكن حقي عنه لا أحيد. أنا الفلسطيني سرقوا أرضي زوروا بصمتي استوطنوا داري لبسوا حطتي وعقالي شردوني في بلاد عربية لاجئا في مخيمات ورقية بلا وطن ولا بندقية. ضاع عنواني وضاعت الهوية ممنوع من الدخول أو الخروج إلا من المعابر أو إلى المقابر. أنا الفلسطيني سئمت معوناتكم الأجنبية من طحين وزيت ووطنية. العالم كله يعرف أجدادي وتاريخ ميلادي، يعرف كيف سرقت بلادي وكيف طبعوا على جبهتي ختم إرهابي. كفانا نعيش في تلفيق ودجل يا للخجل. كفانا نعيش في تلفيق ودجل يا للخجل. فلسطين هنا منذ الأزل عربية ستبقى وإن طال الأجل. أنا فلسطين تاريخي ولون عيوني وصدق إحساسي. أنا زيتونها الأخضر، أنا الريحان والليمون والعنبر. أنا مزروع في أرضها كالعوسج. أنا زهر البنفسج أهيم في ثراها ولم أراها. حبها في قلبي هو الأعجب. أنا أقصاها وهي الأقرب. أنا المواويل وضوء المناديل. أنا المواويل وضوء القناديل. أنا تطريز العباءات والمناديل. أنا الكوفية والشال. أجل فلسطينية كوفيتي مهما تعددت الألوان والأشكال. أنا الدبكة في الأعراس. أنتم المتغير وأنا الأساس. كمموا كلماتي وأنيني ستبقى ثورتي ويقيني وسيبقى شامخا جبيني. سأبقى فلسطيني سأبقى فلسطيني سأبقى فلسطيني. On traduit ou on n'a pas le temps, Hiba? On traduit rapidement, s'il te plaît, Dr. Wahid. Je suis le Palestinien, chassé, déporté, assiégé, lutteur, déchiré, effondré et révolté, épuisé, blessé, brûlé, martyr. Mais de mon pays, je refuse de partir. Je suis le Palestinien, j'en suis fier. On m'a volé ma terre et ils veulent me faire taire. Ils ont volé mon village, falsifié mon empreinte et mon visage. Ils se sont installés dans ma maison comme des anges. Ils se sont emportés, ils se sont appropriés mes symboles. Mon châle et mon bandeau noir, bombardés par des avions et des chars, déportés vers un avenir sans espoir. Réfugiés dans des camps oubliés, sans patrie et sans identité, abandonnés seuls avec mes larmes, sans adresse et sans armes. Assiégés dans mon pays, interdits de sortir ou d'y retourner, sauf à travers des passages filtrés, aux morts pour y être enterrés. Je suis le Palestinien, j'en ai marre des aides étrangères, de farine, d'huile et de patriotisme délétère. La terre entière connaît mes ancêtres, connaît mes origines et ma naissance, connaît comme ils ont volé mon enfance, comment ils ont marqué mon front par un tampon terroriste. Pourquoi ce silence? Assez de mensonges et d'intimidation. Quelle honte nous vivons. La Palestine existe toujours, arabe
il le restera le long de son cours. Arabe, il le restera le long de son cours. Je n'ai jamais vu sa terre. Mes parents étaient déportés et ils ont subi l'enfer. On m'a raconté en 1948, première histoire des génocides, des femmes et des enfants, des oliviers et des vieux, des soldats armés, des tueries et des atrocités. Moi, je suis né à l'étranger, je suis le plus éloigné, mais la Palestine est la plus aimée. Faites taire les mots et les cris. Ma révolution restera et surgit. La lumière de ma certitude brille. Je resterai debout, la tête haute et jamais à genoux. Je resterai le Palestinien. Je resterai le Palestinien. Je vais rapidement vous dire que je suis donc médecin, pneumologue réanimateur. Je suis d'origine palestinienne et syrienne. Je suis né en Syrie, mais mes parents, ils avaient 14 ans et 13 ans. Ils sont partis en 1948, où il y avait la guerre. 800 déportés à cette époque, des milliers de tués, 450 ou 460 villages détruits. Donc ils ont terrorisé 1 400 000 Palestiniens à cette époque. Et les sionistes, ou les juifs plutôt, ils étaient dans les 55 000. Donc vous voyez la différence. Aujourd'hui, on est 7 000 à peu près. Les Palestiniens à travers le monde sont 14 millions, pardon. Et dont en Palestine, dans les 7 millions. Dans les pays arabes, il y a 6 millions. À l'étranger, il y a un peu moins d'1 million. Donc on est là, partout. Et on restera. Et on retournera. On retournera. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Dr Wahid. Merci, Dr. Je voudrais juste, merci beaucoup, Dr Wahid. Je voudrais juste donner la parole à un autre invité de marque, Monsieur Émeric Caron, dont j'ai parlé tout à l'heure. Merci beaucoup. Comme vous voulez. Comme vous êtes à l'aise. Je vous remercie encore de nous avoir permis d'utiliser les extraits de votre film et j'incite encore le public à le regarder. Il est vraiment très intéressant et pousse au militantisme. C'est très gentil. Je n'étais pas spécialement là pour prendre la parole, mais vous avez la gentillesse de me la passer. Alors je vais dire quelques mots. J'étais surtout là pour écouter, pour vous entendre. Je vais être très bref parce que je crois qu'il y a sans doute beaucoup de questions pour Ronnie notamment, que je remercie, pas seulement d'être là aujourd'hui, mais pour tout ce que tu fais depuis des années et qui est extrêmement important, parce que tu es une référence aujourd'hui pour les gens qui veulent vraiment s'informer sur ce conflit et pour essayer d'en comprendre les enjeux qui nous sont souvent présentés comme trop complexes pour être laissés aux gens. Non, laissez-nous dire ce qu'on veut à la télé parce que vous n'y connaissez rien. Enfin, c'est toujours comme ça. Dès qu'on commence à être critique sur la politique israélienne, on est accusé de ne rien connaître au conflit, bien évidemment. Hein. C'est parce que nous sommes débiles que nous défendons les droits des Palestiniens. Non, je vais être très très bref. Juste pour dire que, en tant que député, c'est assez troublant de constater que parmi mes collègues dans la classe politique, il y a un silence assourdissant autour de cette question. Alors évidemment, ça ne date pas d'aujourd'hui. Je pense même qu'il y a eu tout a été fait pour qu'il y ait une incapacité, une impossibilité pour que les écrivains, les citoyens, les activistes puissent parler sereinement des exactions en cours au Proche-Orient, de la situation de colonisation, d'apartheid. Mais un seuil a été franchi avec le génocide en cours, dont le bilan est assez difficile à définir de manière exacte. Mais si on nous parle de 50 000 morts et disparus, on nous dit aussi, quand le on, ce sont les ONG, ce sont les humanitaires qui reviennent sur place, ce sont les experts militaires, nous disent ce bilan est en réalité sous-estimé et non pas surestimé,
comme le disent les soutiens d'Israël. Et c'est vrai que c'est extrêmement troublant de constater que la diplomatie française choisit de soutenir aujourd'hui le gouvernement Netanyahou. Quoi qu'elle en dise, malgré quelques mots de temps en temps qu'il faut bien dire, elle soutient, comme l'a rappelé Ronnie, quasiment toute l'Europe soutient aujourd'hui le génocide en cours. C'est très troublant en tant que politique, c'est très troublant en tant qu'être humain, parce qu'à l'âge que j'ai été élevé dans un certain nombre de croyances qu'on partageait des valeurs minimales, fondamentales, qui dépassaient les clivages politiques et qui consistaient à donner une valeur à toute vie humaine, quelle que soit la religion de la personne, quelle que soit la situation dans laquelle se trouve cette personne. Et force est de constater qu'il y a toute une partie du monde qui a décidé aujourd'hui que la vie d'un Palestinien, d'une Palestinienne valait moins que la vie d'autres êtres humains. Je partage souvent les images qui parviennent sur les réseaux sociaux. J'ai effectivement fait un documentaire que j'ai voulu montrer à l'Assemblée nationale qui réunissait toute une partie de ces images. C'était un gros travail avec mon équipe parce que j'étais déjà extrêmement surpris en tant qu'ancien journaliste de constater que les médias ne faisaient pas leur travail en France. Là aussi, ça a été un étonnement pour moi, qui en plus ai couvert des conflits dans ma vie à l'époque où j'étais journaliste. Donc je me disais, celui-ci, on va en parler. En plus, il est tellement documenté. Oui, il faut faire un travail de vérification pour savoir d'où viennent les images, puisqu'on ne peut pas être sur place pour les filmer soi-même. Mais il y a des journalistes sur place qui le payent de leur vie. 150 journalistes qui ont été tués. 165 exactement, oui. Et comme le chiffre évolue malheureusement tous les jours. Donc, et ce film, vous l'avez peut-être suivi, a été boycotté par les députés. En revanche, il a été mis en ligne et là, il a été extrêmement regardé. Plusieurs centaines de milliers de vues. Donc, ouais, c'est extrêmement dérangeant de constater que cette classe politique, dont je fais aujourd'hui partie, se désintéresse pour très grande partie, pas pour tous. Hein. Je fais partie d'une formation politique, je crois, en tout cas, je suis allié à une formation politique qui a montré depuis très nombreux mois que c'était un sujet extrêmement important, fondamental pour elle. Mais bon, quand même, c'est incroyable d'imaginer qu'un génocide, que des enfants se fassent tuer dans les circonstances qui ont été rappelées ce soir, et que finalement, ça génère de l'indifférence. Mais donc, si on ne peut plus réagir à ça, mais on réagit sur quoi ? Puisque là, on touche au cœur de l'humanité, on touche au cœur de ce que nous sommes, malgré nos différences, malgré ce qui peut effectivement nous séparer de ci, de là, entre les uns et les autres sur cette planète. Mais on est quand même tous d'accord qu'on ne tue pas un innocent, qu'on ne tue pas un enfant, qu'on ne le fait pas souffrir, qu'on ne le brûle pas, qu'on ne le décapite pas. Ça ne se fait pas. Donc voilà, en tant qu'être humain qui est élevé dans ce pays avec ses croyances humanistes, je suis aujourd'hui extrêmement troublé. J'arrive à un stade de ma vie où je suis obligé de remettre en cause certaines de ces certitudes. J'ai pas envie d'en dire beaucoup plus parce que c'est pas très intéressant finalement ce que j'ai à dire par rapport à tout ce que j'ai entendu. Je terminerai juste en disant que on me dit parfois, vous savez, j'ai eu comme Ronnie, tu as expérimenté ça bien avant moi, mais j'ai toutes les accusations possibles. Donc, quand je dénonce un génocide, on me répond, les pro-israéliens disent, tu es obsédé par Israël. Non, je ne suis pas du tout obsédé par Israël. Par contre, oui, je suis obsédé depuis 10 mois par ce que je vois. Et non, je ne peux pas m'endormir tranquille chaque soir. Et oui, j'y pense tous les jours. Et oui, ça change ma perception de mon quotidien. Je ne pense pas que ce soit particulièrement exceptionnel de ma part. Je suis juste extrêmement surpris que ce ne soit pas le cas de tout le monde dans ce pays et sur cette planète. Voilà. Merci beaucoup. Alors, j'appelle Mehdi sur la scène qui va pouvoir répondre à certaines questions aux côtés de Ronnie Broman. Oui, Mehdi va aller sur la scène. Et on a une question là-bas. On va se laisser encore un quart d'heure de questions. Oui. Ok, on a une question là-bas et après Khadija, ici.
Allô, allô. Ouais. Je suis extrêmement honoré de prendre la première question. Merci de me donner la parole. Je suis là, à votre gauche, extrême gauche. Pas celle qu'on entend. J'ai rencontré Iman la semaine dernière, qui m'a absolument chamboulé de par son témoignage. Iman fait partie des infirmières de Blouse Blanche pour Gaza. Et étant donné que je suis dans une émotion très très forte, j'ai décidé d'écrire un texte que j'ai écrit un peu pour moi-même, mais je me suis dit pourquoi pas la lire ici, si vous me le permettez, ça va pas prendre trop de temps. Je suis extrêmement ému puisque je suis israélien, juif, non de confession, mais en tout cas de culture. Je suis extrêmement ému par toutes ces personnes ici, ces belles personnes qui sont tout autour de nous, et par vous aussi, Monsieur Broman. Chaque mot qui sort de votre bouche me résonne en moi comme un Israélien en pleine déconstruction. Et du coup, voilà, je vais vous lire un petit texte. Alors, je m'appelle Harry, je suis israélien et français, je suis binational, enfin, double nationalité, je suis né en Israël. Dans ma plus tendre enfance, on m'a indiqué que mon peuple est élu, qu'il présente la plus belle de toutes les nations de la région. Je suis issu de la guerre. 90% de la famille de ma mère a été massacrée dans les années 40. Mon grand-père a connu 5 camps de concentration, dont Auschwitz-Birkenau. Ma famille a cru à un rêve sioniste. Un pays promis pour que plus jamais l'histoire ne se reproduise. Dans cette terre promise, mon père a fait 5 ans de guerre. Il était dans le Sinaï sous occupation israélienne. Il était à Gaza avant l'intifada. Il était aussi au sud Liban. Il était devant les massacres de Sabra et Shatila. Il faisait partie des Israéliens qui ont découvert le massacre. Encore aujourd'hui, il a du mal à en parler. Il a connu l'horreur. Le passif de ma famille est extrêmement lourd. On aurait pu penser que cela développerait en elle un esprit de justice, de solidarité. En fait, non, c'est tout l'inverse. Même après l'atrocité, ma famille juive s'obstine à croire encore à ce projet sioniste. Pourquoi ? Bon, je pense que la raison est simple, c'est la peur. La peur de revenir en arrière, la peur de la mort de son identité, la peur de la mort de notre peuple, la peur de perdre notre pays. Mais où nous mène cette peur ? À la violence, quitte à refaire l'histoire, quitte à refaire même l'histoire, mais à l'inverse, à l'envers. Aujourd'hui, c'est l'horreur. Le résultat est incontestablement catastrophique. La désillusion du projet sioniste est totale. Il y a 5 ans, j'ai fait la promesse sur la tombe de Pépé Jacques de toujours parler de l'histoire de ma famille pour éviter que l'histoire se répète sur tous les opprimés, absolument tous. Sommes-nous toujours le peuple élu ? Sommes-nous toujours la nation la plus belle au monde ? Force est de constater que le peuple juif est tout simplement un peuple comme les autres, un peuple humain, un peuple qui a peur, une peur qui n'excuse en rien l'ignominie qui se passe en ce moment. Apprenons à surmonter ces instincts, dialoguons, comprenons-nous et surtout trouvons des compromis et la force pour un monde plus juste, un monde où le vivre ensemble est possible. Peut-être essayons même de comprendre ensemble qui mène réellement les règles du jeu, qui en tire profit. Ma famille s'est battue, elle s'est battue pour qu'on vive. Ok, tâchons dorénavant de vivre, ok, mais avec compassion et avec amour. L'espoir est infiniment minuscule, mais j'y crois de tout mon cœur, j'y crois, il le faut. Merci, Raoul. Khadija. Il y a Jean-Guy qui voulait prendre la parole. Jean-Guy, il est là. Il est là. J'arrive, Jean-Guy. C'est lui. À vous, Jean-Guy. Je fais partie de l'Union juive française pour la paix et je voudrais interpeller Ronnie Broman sur un point et puis aussi donner 2 informations. Alors d'abord pour vous interpeller, vous demandez à juste titre comment sensibiliser les gens. Eh bien je pense qu'il y a quand même un point très important, c'est d'expliquer aux gens que non seulement ça les concerne sur la nécessité de réagir à des atrocités, mais ça les concerne aussi dans leur vie quotidienne, parce qu'il y a un partage des rôles entre les puissances occidentales qui soutiennent Israël et Israël.
à savoir que pour les puissances occidentales, Israël est un prestataire de services qui fournit des logiciels tels que Pegasus, qui fournit des drones de reconnaissance ou d'attaque, qui fournit des armes testées sur les Palestiniens, qui utilise l'intelligence artificielle. Bref, Israël fournit toute une technologie. Il y a aussi les soutiens, les coopérations policières, militaires, universitaires, qui profitent militairement à Israël. Ce que je veux dire, c'est que Israël fournit toute une technologie qui sert aux pays occidentaux à surveiller les populations, à les ficher et à les mater dans leur révolte contre le capitalisme. Et ça sensibilise les gens dans leur vie quotidienne. Voilà. Alors les deux informations que je veux vous donner, d'abord, beaucoup d'entre vous le savent déjà, je vais être rapide, hein. L'UJFP invite ce mercredi 4 septembre des militants de Jewish Voice for Peace, qui est une association juive antisioniste états-unienne. Et il faut savoir qu'aux États-Unis, ça paraît paradoxal, mais il y a une proportion significative de la population juive qui réagit face à la politique américaine, et que ça, c'est un espoir, ça mérite d'être souligné. Voilà. Et le deuxième point sur lequel je veux vous informer, c'est que l'UJFP a promu un appel juif international contre le génocide et contre tout ce qui se passe là, en Israël. Et d'ailleurs, vous avez signé cet appel. Et donc, c'est très important de montrer qu'il y a un pôle juif, même si c'est très insuffisant, les juifs qui sont mobilisés en Israël, d'accord, mais il y a quand même au niveau international un pôle juif qui ne laisse pas faire. Et pour conclure, je veux dire qu'en France, malgré la répression, malgré toutes les plaintes pour apologie du terrorisme et toutes ces choses-là, plaintes desquelles d'ailleurs l'UJFP n'échappe pas non plus, hein, ce que je veux dire, c'est que malgré tout, on a encore la possibilité de se mobiliser, comme ce soir, là, nous sommes nombreux, et je pense qu'il faut saisir ces possibilités pour persévérer, pour ne rien lâcher et pour continuer, quelles que soient nos origines. Merci, Jean-Guy. Bonsoir, Monsieur Broman. Je suis à droite, bonsoir, à l'extrême droite. Bonsoir, j'ai une question à vous poser, voire deux. Tout à l'heure, vous parliez de l'autosuicide d'Israël. Vous n'avez pas développé ce point-là, parce que je ne vois pas en quoi Israël s'autosuicide. Peut-être il ne sera pas en sécurité, mais il va toujours rester l'État oppresseur, etc. Et de deux, quel sera l'impact si Trump arrive au pouvoir? Est-ce qu'ils vont finir par annexer Gaza et la Cisjordanie officiellement sur la carte, comme ça a été fait pour Jérusalem et le Golan? Merci. Merci Rachid. Oui, vous avez raison. Quand on regarde, enfin, je comprends votre objection, parce que quand on regarde l'évolution, on voit que Israël, d'ailleurs, c'est ce que j'insistais sur ce point, Israël ne fait que gagner des points année après année. Gagner des points, je veux dire gagner du territoire sans perdre en légitimité. Donc le jeu de l'occupation est gagnant pour Israël. C'est ce point-là, d'ailleurs, que, sans peut-être détailler, parce que l'expression orale, sans papier, parfois nous amène à passer rapidement sur certaines choses. C'est ce point-là, à mon avis, qui est tout à fait essentiel dans les mobilisations contre Israël, contre la politique israélienne, qui est de rendre coûteuse
cette occupation, alors que pour l'instant, elle est essentiellement profitable à Israël. Mais je ferme brièvement cette parenthèse. Je pense qu'on ne peut pas vivre durablement dans l'hostilité générale. On ne peut pas se faire détester impunément par un nombre croissant de gens. Or, ce qui se passe en ce moment en Israël a au moins, enfin en Palestine, pardon, en Israël-Palestine, a au moins un mérite, c'est de faire tomber un masque. Le masque de ce pays démocratique, îlot de droits humains dans un océan de barbarie ou de sauvagerie ou d'arriération au Proche-Orient. Enfin, j'ai pas besoin d'insister, vous voyez ce que je veux dire. On voit aujourd'hui que Israël fait partie des pays les plus violents de la planète, fonctionnant dans un déni de droit, dans le vol de terre, la dépossession, l'exclusion, enfin tous les qualificatifs, enfin toutes les, comment dire, les descriptions d'actes politiques condamnables, épouvantables, rendent compte de la situation israélienne. Et c'est ce qui me fait penser que ça n'est pas une position durable. Hein, j'entendais une fois, je ne sais plus quel ministre, je crois que c'était Villepin, mais je suis plus tout à fait certain. Enfin, en tout cas, ça lui avait coûté cher. Parler du royaume chrétien de Jérusalem qui avait duré 120 ans pour dire que bon, Israël a 75 ans. Donc le terme n'est pas si loin, mais il n'est pas encore à portée de main. Mais en tout cas, rien ne dit qu'Israël va durer. Moi, ce que je crois, c'est que la radicalisation violente d'Israël n'est pas réservée uniquement aux Palestiniens. Évidemment, elle vise les Palestiniens qui pourraient le contester et tout. Mais la violence ne s'arrête jamais, selon moi, et dans les observations de situations violentes que j'ai pu faire ou dans les violences que j'ai pu connaître directement, la violence ne s'arrête pas aux limites qu'on lui a assignées. La violence, elle s'étend. C'est une nappe d'huile. Elle gagne partout. Et elle gagne la société israélienne parce que vous ne pouvez pas commettre les saloperies que vous commettez au quotidien, de tuer des gamins, de déposséder des gens, d'humilier des familles entières, de détruire des maisons sous le regard des familles. Au passage, j'ai vu hier soir No Other Land, qui a été primé, qui a eu le prix du documentaire au Festival de Berlin en février dernier. Allez voir ce film. Allez voir ce film, il est vraiment absolument remarquable. Et puis quand on a besoin d'un peu de pêche pour se révolter, eh ben, ce genre de film est là pour vous en donner. En plus, il est admirablement fait par deux personnes qui forcent le respect, un Israélien et un Palestinien. Et déjà, une réalisation israélo-palestinienne, c'est en soi un programme politique, déjà là. Surtout lorsque c'est fait sur un mode extrêmement contestataire, et c'est un film dans lequel il y a des scènes de violence terribles. Bref, je referme ma deuxième parenthèse. Tout cela pour dire que cette violence, elle gagne Israël, violence conjugale, violence routière, violence dans les rues, violence en général, encore une fois, parce qu'on ne peut pas être violent de 8h du matin à 18h et redevenir un bon père de famille, un bon copain, un bon époux ou une bonne épouse, parce que les femmes jouent leur rôle également là-dedans. Comme ça ne marche pas. Voilà ce qui me fait penser qu'Israël risque d'imploser, enfin que une possibilité d'évolution majeure pour moi, c'est l'implosion. Je ne dis pas que ça va se produire, je ne prédis pas l'avenir évidemment, mais je crois que c'est le chemin que prend Israël en ce moment. Et j'ajoute que avant le 7 octobre, un sondage avait montré que 30% des Israéliens considéraient qu'il n'y avait pas d'avenir pour eux dans ce pays. 30%, presque un tiers de la population. Ceux qui se retrouvaient le vendredi pour manifester contre Netanyahou, la réforme de la justice, etc. Moi, personnellement, je ne m'identifiais pas à eux, parce que défendre la Cour suprême en Israël, c'est aussi défendre la colonisation. Donc, j'étais pas du tout mobilisé dans ce combat. Mais je comprenais l'aspiration à résister à cette espèce de dérive dictatoriale dans laquelle le gouvernement actuel d'Israël entraîne le pays. Eh bien, ce nouveau gouvernement, cette réforme, laissait penser à nombre d'Israéliens dont les opinions ne sont pas forcément recommandables pour ce qui concerne le conflit israélo-palestinien, mais que la violence était dans leur pays à eux.
pas seulement de l'autre côté de la ligne verte ou de ce qui peut, du mur, disons, en Cisjordanie ou à Gaza, mais dans leur foyer, dans leur rue, dans leur quartier. Eh bien, c'est un signe pour moi qui me confirme dans l'idée que ce pays est voué à un échec sans tarder. Merci Ronnie. Je vais prendre une dernière question ici. Je suis désolée, il est déjà 21h33. On ne va pas pouvoir plus prolonger que ça. Sachez qu'on va réitérer après ce genre d'événement et puisque les questions-réponses ont l'air d'attirer, on prévoira un temps plus long la prochaine fois. Bonsoir à tous. Excusez-moi, juste avant, j'ai un petit message de la boutique. Si on m'avait dit que dans le cadre du combat pour la Palestine, je parlerais bijoux, je ne l'aurais pas cru. Il y a une personne qui a acheté des bijoux tout à l'heure, des boucles d'oreilles, des pendants en argent. Si vous pouvez repasser à la boutique, parce qu'apparemment, il y a une petite inversion. Voilà, c'était juste. La grande longueur, pas la petite. C'est bon, merci. Est-ce que vous pouvez vous lever, madame, simplement pour qu'on vous voit quand même, s'il vous plaît, merci. Bonsoir à tous. Monsieur Broman, on se connaît pour le comité de soutien à Singe. Et j'aimerais tellement vous croire. Mais voilà, le discours, le narratif des dominants est très puissant, on le sait tous. Et c'est ça que nous devons combattre. Donc peut-être les Israéliens, ils sont très mal avec tout ça, mais nous sommes victimes du narratif des dominants. Et ce que je veux juste dire aujourd'hui, c'est que nous pouvons agir à Paris pour amener une brèche dans ce narratif des dominants. Il y a les Jeux Olympiques aujourd'hui, on a fait une action cet après-midi au musée de l'immigration dans le cadre de l'exposition de l'Olympisme. C'est pas pour dire que c'est génial, mais c'est juste cette idée. Et on a pu rester 20 minutes, en fait, pour compléter les tableaux de cette exposition qui ne mentionnait pas Israël-Palestine. Mais c'est juste pour dire qu'à Paris, il y a encore une semaine qui reste de JO paralympiques. Et nous devrions profiter de ces JO pour montrer à quel point c'est une vitrine morale et pour montrer à quel point tout ce on a dit pendant toute la soirée, que Israël est la représentation de l'Occident et de toute cette domination occidentale. Et donc, agissons déjà là où nous sommes avec les événements qui existent ici, en fait. Et créons des événements inattendus pour rompre ce discours de dominant, que ce soit dans des expositions, dans des colloques, ou que ce soit à Paris, il y a vraiment matière à faire. Voilà, c'est juste ça. Et rompons ce discours narratif de domination et faisons-le à Paris. Commençons par là. Voilà. Merci beaucoup. Je vous récupère le micro. Merci beaucoup. Alors, on va mettre fin aux questions-réponses, malheureusement. Avant